quand on regarde les paysages, les bâtiments, bien on s'imprègne un peu plus. C'est la part du registre, de l'émotion et de la perception, de la sensibilité qui peut venir compléter la rationalité des faits, des chiffres, des témoignages qu'on a lus ou des documentaires qu'on a vus. Et c'est précisément pour être en capacité dès à présent de faire ce devoir de transmission. Je faisais la comparaison là pour le coup, là du sens avec la Shoah. C'est qu'on a vu que le négationnisme, la remise en cause, y compris de la véracité, l'authenticité des faits qui se sont passés, ça n'a pas attendu 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça a été immédiat. Nous sommes en ligne avec Robert Egenès, directeur général du CRIF. Robert, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Vous accompagnez une importante délégation initiée par le CRIF. C'est la deuxième délégation, il faut le souligner, organisée par le CRIF depuis le 7 octobre. Et vous êtes entouré de députés de l'Assemblée nationale qui sont venus ici, une forme de visite de solidarité et avec une volonté de mieux percevoir ce qui se passe actuellement dans la réalité israélienne, de comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre et ce que vit et de partager ce que vit la société israélienne actuellement. Donnez-nous un peu les grandes lignes de cette visite. Qui sont les principaux participants à cette délégation? Alors, c'est un voyage d'information que nous avons voulu avec des représentants aussi bien de la vie politique que de la vie civile. Dans la vie politique, on a aussi bien des députés, des sénateurs que des élus territoriaux, c'est-à-dire des maires, des membres ou vice-présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux. Ce qui nous importe, c'est de faire comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre, faire comprendre ce que vit la société israélienne depuis le 7 octobre et permettre à chacun de témoigner après de ce qu'ils auront vu. Là, on est en route vers le sud, de ce qu'ils auront vu, de ce qu'ils auront entendu de la part des survivants des massacres. Vous avez, vous, Robert, le sentiment qu'on a du mal à comprendre en France l'impact que cette journée a eu, ce drame, cette catastrophe a eu sur la réalité israélienne, ou alors finalement les médias, ou alors on va dire certains médias reflètent convenablement ce qui se passe en Israël, et d'une certaine manière même les députés qui ont vu il y a de ça quelques semaines le film terrible des atrocités du Hamas, eh bien eux aussi perçoivent bien ce qui se passe aujourd'hui, la gravité de la situation? Non, je crois que vous savez, on est dans un monde d'une information très rapide, où on passe d'un sujet à l'autre. Le 7 octobre, pendant 3 jours, on a été solidaire d'Israël, et puis après on devient solidaire des Palestiniens qui sont tirés dessus. Je crois qu'il n'y a pas de compréhension complète d'abord de ce que vivent les Israéliens, pas de compréhension complète des enjeux de la guerre, on le voit dans les déclarations des politiques, on le voit dans la presse, on est un peu dans le flou. C'est la raison pour laquelle nous avons au CRIF décidé d'emmener des gens sur place afin qu'ils voient, afin qu'ils témoignent, afin qu'ils puissent expliquer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de la part de survivants, de la part de personnes déplacées, celles qui depuis 2 mois n'ont pas pu rentrer chez eux. Donc tout ça, je crois que c'est très important de prendre le côté humain du 7 octobre et pas le côté politique qui est décrypté tous les jours, ou le côté militaire. Vous voyez, c'est ça qu'on veut atteindre, de permettre aux politiques de témoigner, de comprendre exactement ce que ça représente pour les Israéliens. Comment le CRIF réagit aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron, qui sont toujours très, très surprenantes, pas véritablement empathiques envers l'État d'Israël? Le CRIF a répondu par la voix de son président dans un tweet en critiquant évidemment la position du président qui semble changer de position de manière sans pas avoir de vraie colonne vertébrale dans la réflexion qu'il a sur le sujet, sur Israël, sur le Moyen-Orient, etc. Je pense que donc le CRIF réagit, mais comme on dit, la caravane passe, quoi. La caravane passe, oui. Et c'est dommage que peut-être que le président français ne perçoive pas cette réalité, ou alors il ne veut pas la comprendre, on dirait. Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais qu'il a du mal à comprendre la réalité. Il essaie de comprendre la réalité israélienne et la réalité palestinienne en même temps, et qu'il a du mal effectivement à conjuguer les deux, à conjuguer les enjeux qui sont effectivement les enjeux de la population israélienne, les enjeux démocratiques pour Israël,
Je crois qu'il ne comprend pas non plus la volonté, le porte-parole de l'armée israélienne hier soir, lorsqu'il a rencontré notre délégation, a répété tant de fois que Israël n'est pas en guerre contre les Palestiniens, Israël est en guerre contre le Hamas. Et je crois que c'est quelque chose qu'en France, on a du mal à distinguer. Vous êtes à côté, je crois, de Jérôme Guedj, qui est député de l'Essonne et qui participe à cette délégation. Est-ce qu'on peut lui parler ? Oui, je vais vous le passer. Merci beaucoup, Robert. Merci. Oui, allô ? Oui, bonjour, Jérôme Daniel Haïk sur Radio Kalita. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes donc dans cette délégation. Vous avez vu hier sur la place des otages, ces familles d'otages, ces militants qui essayent de tout faire pour ramener les otages israéliens. Est-ce que vous avez le sentiment, d'abord, quel est votre sentiment immédiat, celui que vous avez ressenti quand vous étiez sur place hier à Tel Aviv ? Évidemment, beaucoup d'émotions, d'autant que moi je retrouvais la famille de Yager Gouchbat, que je parraine. Vous savez, dans le cadre de cette opération qui a été lancée par Carole Yadan avec les parlementaires de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen. Moi, ça faisait plusieurs jours que j'étais en contact par visio avec Oren et Esther, qui sont les parents de Yager. J'ai rencontré sa tante Morane hier, donc évidemment, et leur fantastique grand-mère Lina. Évidemment, c'est l'objectif de ces opérations de parrainage, c'est incarner, c'est nouer cette relation personnelle qui nourrit, alimente encore plus la motivation pour la mobilisation, pour relayer chaque semaine à Paris le soutien à travers celui qu'on apporte à Yager à l'ensemble des otages. Donc ce contact personnel pour moi était très essentiel. Vous avez le sentiment qu'on a eu à la maison des otages. Vous avez le sentiment, Jérôme, que les autorités françaises font tout ce qu'il faut, tout ce qui doit se faire pour essayer de ramener au moins l'ensemble des otages qui ont la double nationalité, israélien francophone et française ? Moi, franchement, depuis le début, je l'ai toujours dit, je fais confiance dans l'action du gouvernement. C'est pas du tout de la compétence des parlementaires. Je fais vraiment confiance. Je ne peux pas imaginer que tous les efforts ne soient pas déployés. Je voulais savoir qu'est-ce que vous attendez de cette visite, de cette visite, on va dire presque de pèlerinage dans les localités du Sud qui ont été meurtries par les attaques du Hamas le 7 octobre. Qu'est-ce que vous attendez personnellement ? La même chose que quand j'ai pris la décision de regarder le film quand il a été projeté à l'Assemblée nationale, et la même chose que dans ce voyage, c'est-à-dire que le risque, c'est celui de la déshumanisation. Le risque, c'est celui de la banalisation, d'une forme d'acceptation. Et donc, le fait de rencontrer les familles des otages, de rencontrer des familles qui ont été déplacées, de rencontrer des familles qui ont été endeuillées, de voir les lieux. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais regardé les films, les horreurs, la barbarie, etc., mais je me focalisais sur la banalité et la douceur des lieux, des kibboutz que nous voyons, que je connaissais pour y être allé dans le passé. Et de voir, de fixer, de figer dans ma mémoire et donc dans ma capacité d'en parler des lieux dans leurs détails parfois anodins. Et donc là, aller physiquement sur les sites. Si je devais faire une comparaison, alors qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, c'est 75 ans après aller à Auschwitz, c'est incarner un lieu théorique, vu dans les livres, dans les documentaires. Mais quand on foule de son pas un endroit, quand on regarde les paysages, les bâtiments, eh bien on s'imprègne un peu plus. C'est la part du registre de l'émotion qui doit aussi, et de la perception, de la sensibilité qui doit venir compléter la rationalité des faits, des chiffres, des témoignages qu'on a lus ou des documentaires qu'on a vus. Et c'est précisément pour être en capacité, dès à présent, de faire ce devoir de transmission. Et c'est d'autant plus, je faisais la comparaison là pour le coup, elle a du sens avec la Shoah, c'est qu'on a vu que le négationnisme, la remise en cause, y compris de la véracité et de l'authenticité des faits qui se sont passés, ça n'a pas attendu 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça a été immédiat. Et donc il faut d'emblée outiller et alimenter suffisamment de gens, alors c'est le travail
des journalistes, ce sera demain le travail des historiens, mais que ceux qui ont une part de responsabilité dans le débat public puissent aussi être suffisamment outillés, péremptoires pour pouvoir tuer dans l'œuf toutes les velléités de remise en question. C'est un peu, voilà, c'est l'objectif aussi de ce type de déplacement. Alors justement, à ce propos, vous êtes déçu par le manque d'empathie, on va dire, du président français de ces dernières semaines, de ses déclarations, une sorte de résignation face au fait que bien le Hamas, ça va être difficile de l'éradiquer. Ce positionnement un peu ambigu, ou plutôt très ambigu d'Emmanuel Macron? Ça fait partie des éléments qui désarçonnent, évidemment. Il y a un en même temps qui, en matière diplomatique, est compliqué à tenir. Voilà. On peut être dans l'excès dans un cas ou dans l'autre. Moi, je crois quand même que la France a une position singulière à avoir et elle ne peut pas s'accommoder de ce mouvement d'essuie-glace. Voilà. Et de propositions à l'emporte-pièce. Il ne faut pas être le même qui arrive pendant son déplacement ici et qui propose une coalition anti-Hamas sur le modèle de la coalition anti-Daesh et qui, un mois et demi après, dit quasiment mot pour mot le contraire, voilà, d'une certaine manière. Donc, il y a parfois, quand on ne sait pas ou quand on ne peut pas, mieux vaut faire preuve de plus d'humilité que de penser être péremptoire et de pouvoir tout contrôler. Eh bien, Jérôme Gage, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et remercie également Robert Jeunesse pour nous avoir également défini les cadres de cette délégation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.